Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 27 juin. À la une ce soir, 3 homicides, l'un à Cléré-les-Pins en Indre-et-Loire, nous y reviendrons dans un instant. 2 autres dans le Vendômois en Loire-et-Cher. Vendredi soir à Saint-Ouen, un homme d'une cinquantaine d'années tue sa compagne avant de se retrancher à son domicile. 30 km plus loin, à Savigny-sur-Bray, un homme est frappé à mort. En sport, l'obstacle est levé, le Tour FC reste en Ligue 2. La DNCG a donné son feu vert mais encadre la gestion du club avec des conditions strictes. On en parle ce soir avec notre journaliste sportif. Bastien Mathieu nous rejoint sur ce plateau dans un instant. Également dans ce journal, des centaines de poissons retrouvés morts. Un mois après les fortes pluies et les inondations, certaines espèces se sont retrouvées piégées par la décrue. D'autres ont été asphyxiées. On tente de comprendre ce soir. Bonsoir à tous. Une nuit sanglante en Loire-et-Cher. 2 drames se sont produits vendredi soir dans 2 communes situées à 30 km l'une de l'autre dans la périphérie de Vendôme. À Saint-Ouen d'abord, un homme d'une cinquantaine d'années tue sa compagne avant de se retrancher à son domicile. Armé, le RAID est appelé en renfort, puis 30 km plus loin, à Savigny-sur-Bray exactement, un homme d'une trentaine d'années a invité à une fête. Quelques heures plus tard, il est frappé à mort. Amanda Breuer-Rivera. La première affaire se déroule ici, à Saint-Ouen, commune de 3500 habitants. Dans cette maison, ici, derrière moi, vivait une femme qui a vraisemblablement été tuée par son conjoint. Ce dernier ne supportait pas la voir partir. Cet homme, âgé de 51 ans, a été mis en examen hier pour homicide volontaire aggravé. Vendredi, vers 21h, l'une des filles du couple entend une détonation dans la maison et prévient la police. Le père de famille s'enferme, il est armé d'un fusil de chasse et menace de se suicider. La police négocie avec le forcené en attendant la venue du RAID, basé en Île-de-France. Peu avant l'aube, une trentaine d'hommes du RAID interviennent, découvrent le corps de la mère sans vie et arrêtent l'homme. Les filles du couple sont prises en charge par la famille maternelle. Une information judiciaire est en cours, l'enquête se poursuit. Actuellement, l'homme est incarcéré en détention provisoire. Cette même nuit, à une trentaine de kilomètres de là, une seconde affaire d'homicide se produit. Nous sommes à l'entour de minuit. À Savigny-sur-Bray, la fête bat de son plein. Un jeune homme accompagné d'une jeune femme entre dans la maison sans y être invité. L'alcool circule, une dispute éclate. Le jeune homme est prié de partir, ce qu'il fait, mais revient très vite. Là, une bagarre éclate entre l'un des hôtes et sa future victime. Le jeune homme reçoit plusieurs coups de poing, tombe et meurt sur le coup. Une information judiciaire a été ouverte pour connaître plus en détail les circonstances de la mort. L'auteur des coups a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans volonté de la donner. Il est actuellement en détention provisoire. Les 2 hommes avaient entre 28 et 30 ans. Et je vous le disais en titre, un autre homicide, cette fois-ci en Indre-et-Loire. Un homme d'une trentaine d'années en a tué un autre à Cléré-les-Pins d'un coup de fusil de chasse. On ignore pour l'instant les raisons de ce geste. L'autopsie de la victime devait être réalisée cet après-midi. Une trentaine de personnes de la Maison de la Solidarité évacuées ce matin, rue Dublino à Tours, dans le quartier Changiro. Un colis suspect, une valise plus exactement, a été déposée devant l'entrée principale par un homme au comportement jugé étrange. La rue Dublino a été fermée à la circulation. Les démineurs de Rennes sont arrivés sur place à 15h. Ils ont détruit la valise qui ne contenait aucun explosif. Le périmètre de sécurité, néanmoins, toujours en activité ce soir. Un mois après les fortes pluies et les inondations, l'heure est au bilan. Les pêcheurs dénombrent des centaines de poissons morts. Certaines espèces ont été déplacées au plus fort de la crue et se sont retrouvées piégées dans les champs lors de la décrue. D'autres sont morts asphyxiés. On s'interroge ce soir sur les causes de ces disparitions. Reportage sur le Cher et ses affluents. Aurélie Renaud. Désinfection à Tours-Nord, dans les congélateurs où sont stockés les animaux morts, récupérés sur la voie publique avant équarrissage, 200 kilos de poissons. Donc on a eu un signalement d'une mortalité importante de poissons sur le lac des Peuplerets. Nous sommes rendus sur place et voilà, en faisant le tour, on a découvert effectivement des poissons tout le tour du lac. Il y a toutes les espèces et de toutes les grosseurs. Mais des poissons morts, il n'y en a pas qu'autour du lac des Peuplerets. À quelques kilomètres, sur un bras du Petit Cher, des dizaines de poissons morts. Certains ont été pris au piège durant la crue. Le courant les a déplacés des cours d'eau et lors de la décrue, ils ont été bloqués par la végétation. Quand l'eau a baissé, ils ont séché sur place. Mais ce qui attire aujourd'hui l'attention des associations de pêcheurs, ce sont ces espèces rustiques qui résistent en temps normal à ce type de phénomène. On a constaté surtout que les anguilles sont mortes. Et une anguille, normalement, elle ne se fait jamais prendre. Quand il n'y a plus assez d'eau, elle rampe dans l'herbe et elle retrouve les fossés, elle retombe à la rivière. Donc ça, c'est
c'est significatif d'une pollution, laquelle on ne la connaît pas. Aujourd'hui, le mot pollution est à mettre entre guillemets. Pour l'ONEMA, qui surveille les milieux aquatiques, les causes de cette surmortalité sont bien dues à une asphyxie des poissons en pleine rivière. Durant la crue, 20 000 hectares de surfaces agricoles ont été immergés. Lors de la décrue, une partie de cette végétation a été emportée dans le lit des rivières. Quand cette végétation est entrée en phase de décomposition, elle a aspiré l'oxygène. Elle a consommé donc tout l'oxygène disponible, et créant ces phénomènes d'asphyxie qui ont pu localement être suraggravés par la production d'éléments un peu plus toxiques pour les poissons, comme les nitrites. On peut presque parler d'autopollution, visible avec ces eaux brunes. Aujourd'hui, les analyses d'eau du lac des Peupleraies semblent satisfaisantes et le taux d'oxygène dans ce milieu est suffisant pour les poissons. Carpes, brochets, poissons blancs, des centaines, voire plusieurs tonnes de poissons morts ont été ramassés dans notre département ces dernières semaines. Une centaine de tags sur les murs de l'université des Tanneurs. Samedi matin, la direction a découvert plusieurs inscriptions à l'encre rouge, des textes visiblement empreints de la philosophie libertaire. Sur les murs, on pouvait lire notamment une citation du célèbre livre de George Orwell 1984, ou encore, je cite, « Comment peut-on parler de liberté d'expression quand on nous oblige à nous taire ?» Aucune trace d'effraction a été relevée. Il semblerait que les auteurs de ces tags se soient laissés enfermer à l'intérieur des murs vendredi soir. Un huissier est venu faire les constatations ce matin. On écoute la vice-présidente du conseil d'administration de l'université de Tours. Ces écritures prennent quand même une place très importante, donc rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, 107 en fait graves de plusieurs mètres de long, ce qui impose de repeindre évidemment l'ensemble des couloirs, une partie des plafonds, certaines vitres également sont concernées. Ce nettoyage va être particulièrement difficile parce que ça concerne des murs à l'intérieur. Donc ça signifie du nettoyage et de la peinture. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. On n'a pas de devis pour le moment, vraisemblablement autour de 60 000, 70 000 euros s'il faut donner un ordre de prix. Et j'ajoute qu'une plainte sera déposée demain matin 8 h. Les femmes de l'économie du centre Val-de-Loire récompensées vendredi soir au domaine de Moncy à Cheverny, marrainée cette année par Delphine Delors, directrice de la communication du Zooparc de Beauval. 5 catégories de femmes ont été récompensées, de la femme chef d'entreprise à la femme communicante en passant par la femme tournée vers l'international. Des trophées qui ont salué des femmes qui osent. Audrey Champigny. Audace, passion et excellence, c'étaient les maîtres mots de cette cérémonie. Deuxième édition des trophées Centre Val-de-Loire avec 16 lauréates, 16 femmes de l'économie. L'objectif de ce concept unique, mettre en lumière ces femmes et leur parcours professionnel exemplaire, montre de leur persévérance et de leur réussite au sein de l'entreprise. C'est les mettre en visibilité parce que la femme par définition est discrète. Un homme, vous lui mettez un galon de directeur général, tous les matins il brille sur son épaulette devant sa glace. La femme elle s'occupe des enfants, elle dirige son entreprise et le soir elle récupère les enfants. Et elle n'a pas fait briller son galon de directrice générale. Et ça c'est vrai, elles n'osent pas, elles sont discrètes par définition et nous sommes là pour les aider à les rendre plus visibles. On a réellement de vrais sujets, les femmes, à traiter. Voilà. On se met énormément de freins et je dirais que le premier frein qu'on se met et qui est énorme, c'est le manque de confiance que nous avons en nous. Et parmi ces femmes qui ont su oser, Emeline Ascouette des caves de producteurs de Montlouis ou encore Angélique Grangan du Dock Hotel Resort à Saran. Dans la catégorie femmes dirigeantes, cette année, c'est Anne Olivreau du domaine de la Tortinière à Veigné qui a obtenu l'or. Je suis très fière parce que ça n'est pas tous les jours facile et que c'est diriger des gens, c'est diriger des projets, c'est aller de l'avant en permanence et se dire qu'on peut se tromper et puis avoir beaucoup de doutes et puis avancer à deux. Et ça, c'est une extraordinaire chance que j'ai parce que j'ai un mari avec qui j'ai partagé beaucoup de choses et grâce à qui je suis là. Quand on est une femme chef d'entreprise, il faut savoir oser, il faut savoir rêver, il faut savoir faire partager. Et puis je crois que une femme a peut-être cette faculté d'emmener une équipe, des gens derrière elle, de par sa nature, et donc plus à même de comprendre les besoins de ceux qui les entourent. Si certaines n'ont pas hésité à titiller avec humour leurs homologues masculins, toutes, sans exception, ont tenu à remercier leurs équipes et leurs familles pour leur soutien.
Et on passe tout de suite à l'actualité sportive décryptée par notre journaliste Bastien Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on commence avec le Tour FC. On l'a appris vendredi, le Tour FC reste en Ligue 2. Oui, mais avec des conditions très strictes. Et oui, c'est une des nombreuses nouvelles du week-end. Un week-end qui aurait été important pour le Tour FC. Entre l'entretien préalable au licenciement de Marco Simone, la reprise de l'entraînement pour les joueurs et la décision donc favorable de la DNCG, ça fait beaucoup. Petit résumé tout de suite. Jean-Marc Ettori avait beau se montrer confiant avant que la décision de la DNCG ne tombe, la méfiance s'imposait parmi les spécialistes. Force est de constater que le président du Tour FC a relevé son challenge, maintenir le club en Ligue 2. Satisfait du travail accompli, l'équipe a fait son parcours sportivement et s'est sauvée sportivement. J'avais promis que moi, mon championnat aussi, il fallait que je le gagne, je l'ai gagné. Ça ne veut pas dire que j'ai gagné la guerre, j'ai gagné une bataille. Les ventes de Saïf Kaoui à l'Olympique de Marseille et celles de Baptiste Santamaria ce week-end au SCO d'Angers ont fait pencher la balance du côté du Tour FC. Ça n'a toutefois pas empêché Jean-Marc Ettori d'avoir à mettre la main à la poche pour assurer le coup. Et malgré tout, la masse salariale sera encadrée par la DNCG, c'est-à-dire que le niveau total des salaires de l'équipe ne pourra pas dépasser un certain seuil, un seuil plus bas que celui de l'année dernière. Nous avions, contrairement aux années précédentes, la possibilité, à titre onéreux, de prendre des joueurs. Je ne le ferai pas. Parce que ça veut dire qu'il faut les moyens pour le faire. Et que nous n'avons pas encore les moyens pour faire ça. Autre dossier chaud du week-end, celui de Marco Simone. L'entretien préalable au licenciement de l'entraîneur tourangeau a duré près de 2 heures samedi matin. 2 heures durant lesquelles Jean-Marc Ettori et Fabrice Berton lui ont présenté les raisons de son licenciement. D'après la loi de travail, ils ont désormais entre 2 jours ouvrables et 1 mois pour envoyer la lettre de licenciement, donc pas avant mercredi. D'ici là, les deux parties n'ont pas le droit de s'exprimer sur le sujet, mais Marco Simone nous a assuré qu'une conférence de presse sera organisée une fois l'affaire réglée. Il faudra également se montrer patient pour voir l'officialisation de la venue du nouveau coach qui sera sans grand retournement de situation, Fabien Mercadal, ancien entraîneur de Dunkerque. Alors on le voit bien dans votre sujet, le club est en pleine tempête en ce moment. Est-ce que Jean-Marc Ettori est un président isolé ou alors peut-il encore compter sur certains appuis au sein du club ? Alors on a un peu l'impression que la tempête s'atténue un petit peu justement avec la décision de la DNCG, mais c'est vrai que quand on regarde son communiqué publié sur le site du club ou alors quand on écoute ses propos dans le reportage, on a l'impression qu'il a un sentiment de revanche. C'est vrai qu'il est un peu seul contre tous. Il est en conflit avec l'association du Tour FC, avec ses anciens entraîneurs, avec la ville, avec la Nouvelle République. C'est vrai qu'il doit considérer ça comme une victoire pour lui, mais dans sa tête, on sent même qu'il a l'impression que c'est une défaite pour ses détracteurs. Alors reste que son combat n'est pas fini. Il reste justement cette affaire avec Marco Simone. Ça va sans aucun doute aller jusqu'au prud'homme, donc on va en entendre parler encore. En attendant, les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement sans coach officiel. Oui, parce que pendant ce temps-là, le terrain a donc repris pour les Bleus. Après la visite médicale jeudi et vendredi, les joueurs sont partis dimanche matin très tôt en stage de préparation, sans Marco Simone évidemment et aucun membre de son staff. Pas de Kaoui, pas de Santamaria, pas d'Aguazzi, ni de Bourse qui ont donc quitté le club. Autre départ probable, celui de Chris Bédia, l'attaquant du Tour FC. Son départ en Belgique a été avorté, mais il devrait sans doute quitter le club. C'est donc une équipe diminuée qui s'est rendue en stage de préparation, mais en compagnie de joueurs à l'essai. Il va falloir voir donc quel genre d'équipe on va pouvoir aligner en début de saison. Autre événement du week-end, la course NASCAR, c'est un Français qui en est ressorti vainqueur. Effectivement, Frédéric Gabillon qui a mené tout le week-end. Il y avait 2 étapes dans les élites 1, une samedi et une dimanche. Le pilote de RDV Compétition a remporté les 2, malgré quelques accrochages tout au long du week-end. Au classement général, il s'empare du même coup de la tête. Il leur reste à tous 2 étapes, une en Italie et une en Belgique. Et pour la première fois, on avait le droit également à des finales de l'Extrême Show. C'est un régional de l'étape qui s'est imposé, Pierre Rocher. Et dites-moi, vous avez un invité de marque ce soir dans le Stadium. Une invitée de marque, Sarah Guyot, championne d'Europe l'année dernière de kayak et qui va représenter la France aux Jeux Olympiques cet été à Rio. Elle est sans aucun doute la plus belle chance de médaille olympique pour Tours et elle est donc sur notre plateau ce soir. C'est à 19h15 et 20h15 dans Stadium. J'allais dire les horaires parce que cette fois-ci, je ne me serais pas trompée, Bastien. On ne sait jamais. Merci beaucoup pour cette actualité sportive. Je vous emmène voler, vous voulez bien ? Oui. Ça dépend. Allez, c'est parti. L'aérodrome du Lauron ouvrait ses portes au public ce week-end avec une particularité cette année. Le club de vol à voile célébrait le vol inaugural d'un oiseau devenu rare, le caudron C800, un planeur destiné à former des pilotes entre 1940 et 1970. Ce biplace a été restauré à l'identique par des jeunes en réinsertion, fiers de le présenter au public ce week-end. André Champigny. Posé sur la piste, tout blanc, discret, l'air de rien. C'était pourtant lui la star ce week-end à l'aérodrome du Louroux.
Avec ses 16 mètres d'envergure et sa structure en bois, ce caudron biplace C800 de 1945 attirait tous les regards. Le fruit de 9 ans de restauration par des jeunes en réinsertion à Mettray. Ici, voilà, on va se retrouver avec du contreplaqué, donc en okoumé, c'est du bois qui vient du Gabon. Là, ici, on va avoir des petites nervures en bois, et puis on vient recouvrir tout ça avec de la toile de coton pour avoir notre forme aérodynamique. Moins rapide qu'un planeur moderne, il peut tout de même frôler les 50 km/h. Et malgré son poids, 213 kg, l'épervier, c'est son nom, reste à la fois très léger, très souple et très solide. On a un empennage ici avec une partie mobile qui va nous permettre en fait, comme sur les planeurs modernes, de piquer ou de cabrer le nez du planeur. Donc ça va nous permettre comme ça de gérer ce qu'on appelle notre assiette. Et on va avoir après la dérive. La dérive qui, elle, va nous permettre de faire pivoter le planeur sur cet axe-là. Donc toutes ces commandes-là, combinées avec les ailerons aussi. Tout l'art du vélivol est de bien utiliser les ascendances, c'est-à-dire les mouvements de l'atmosphère engendrés par la chaleur du soleil. Largué à 500 mètres d'altitude, le caudron arrivera à monter jusqu'à 1100 mètres. Dans les airs, des sensations uniques. Comme vieux pilote, moi j'ai débuté là-dessus il y a 50 ans, donc c'est du bois étoile, ça change complètement là. C'est le premier vol que je refais depuis la restauration. Donc, Et alors, première impression? Très bonne, c'est la première pompe, on a pris 600 mètres là en 20 minutes, donc c'est assez extraordinaire, non, il se comporte très bien. Pendant tout le week-end, les visiteurs ont également pu bénéficier de nombreuses animations et notamment des vols d'initiation. À suivre, 3 jours après le Brexit, le réveil est toujours aussi douloureux pour certains. Qu'en pensent les Britanniques de Touraine? On en parle ce soir avec Michel Gaudry, président de l'association France-Grande-Bretagne. A tout de suite.